J'entends quelqu'un. Bon. Pardon. Donc, je me présente, je suis Céline Enthoven et je suis ravie de vous retrouver pour animer ce deuxième webinaire des Ateliers du Succès, consacré aujourd'hui à un sujet qui occupe toute notre actualité, rouvrir son hôtel ou son restaurant. Oui, mais comment? À mes côtés aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir 4 meilleurs ouvriers de France qui nous parleront hygiène, management, formation et commercialisation à l'aube de votre réouverture. Parmi nous aujourd'hui, Rémi Ohaillon, meilleur ouvrier de France en communication digitale, président fondateur de l'agence conseil et communication Happy & You, éditrice de la solution de coffret cadeau Console Secret Box, qui nous aidera à mieux percevoir comment le digital peut être un levier de relance économique. Nous aurons également avec nous Kevin Chambenois, meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel, service et art de la table, fondateur de Grimo Consulting, qui nous expliquera le management à mettre en place vis-à-vis de vos équipes qui se préparent à accueillir du public au sein de votre établissement. Nous aurons également Stéphanie Chevalier-Lopez, meilleure ouvrier de France, conseil et expertise en sécurité alimentaire, fondatrice de SCL Qualité, qui partagera les protocoles à mettre en place en cuisine et en salle pour organiser le travail et rassurer vos équipes. Enfin, Marie-Fleur Reynard-Laude, meilleure ouvrier de France, gouvernante des services hôteliers, directrice housekeeping du groupe La Réserve, qui témoignera de son expérience au sein de La Réserve Paris, qui a déjà rouvert ses chambres au public. Merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre. Tout au long du webinaire, vous pourrez poser vos questions auxquelles nos 4 meilleurs ouvriers de France répondront à l'issue de leurs interventions respectives. Nous vous interrogerons également tout au long du webinaire via des petits sondages auxquels vous pourrez répondre et qui s'afficheront en haut à droite de votre écran. Je crois que nous allons pouvoir commencer ce deuxième webinaire des Ateliers du Succès et j'accueille tout de suite Rémi Ohaillon. Bonjour. Bonjour Céline. Vous êtes meilleur ouvrier de France en communication digitale, vous êtes fondateur et président de l'agence conseil et communication Happy & You, éditrice de la solution de coffret cadeau Console Secret Box. Vous avez dit récemment à un journaliste du Point, rouvrir, oui, mais à quel prix? Alors, quels sont vos conseils pour ouvrir efficacement? Merci Céline. En effet, je me suis souvent prononcé pour une réouverture, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, pas de façon précipitée, et je vais m'expliquer. Je pense que les attentes des consommateurs français et des touristes étrangers qui reviendront ont déjà changé. Mon raisonnement est simple. Pour les restaurateurs, les traiteurs et les hôteliers, vous devez changer car vos clients changent. Alors, moi, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a vécu? D'abord, il ne faut pas se leurrer, on a vécu une fermeture brutale de vos établissements le 14 mars. Une décision où on vous a expliqué en réalité que votre activité n'était pas indispensable à la société. Ce qui veut dire qu'à tout moment, en fonction de l'épidémie, on pourrait vous demander de fermer à nouveau. Les Français, comme vous et nos collaborateurs, sortons doucement d'une période d'isolement de presque 3 mois où des solitudes se sont installées. Une nouvelle phase d'inconnu se profile, une contagion économique où certains peuvent avoir leur rideau baissé, mais là, définitivement, c'est ce que je pense qu'il peut nous arriver. Le métier de restaurateur, c'est offrir une parenthèse de joie à ses clients qui viennent en famille, entre amis, pour fêter un événement, un contrat pour les entreprises, mais aussi simplement pour se restaurer. Or, vous savez toujours pas, à la date à laquelle je vous parle, quelles sont les conditions sanitaires à faire respecter dans vos établissements. Et moi, je vous avoue que quand j'ai vu les premières photos des maîtres d'hôtel en Suisse avec des masques, des gants, des visières, je me suis dit que même si certains sont déjà optimistes sur le fait que les clients aillent accepter cette atmosphère, on n'est pas loin de l'image d'un hôpital. Alors moi, vous savez, quand je vais dans un restaurant, j'utilise mes 5 sens pour vivre une expérience unique. Et là, j'ai un peu la sensation qu'il se dégage une surenchère
des gestes barrières, certes indispensables, mais il faut bien le dire, un peu effrayants. Alors, je m'amuse par exemple sur mon profil LinkedIn à donner une idée par jour pour mesurer les réactions. Et je ne sais pas si vous avez vu un projet avec une cloche en plexi accrochée au plafond pour isoler chaque client autour d'une table. Mais depuis quand les restaurateurs prennent leurs clients pour des cloches? Profondément, je pense que les gens iront au restaurant, mais de façon différente, et que la surenchère aux gestes barrières n'est peut-être pas la solution. Et penser qu'un restaurateur va rouvrir, en revanche, comme avant, est une erreur. Et c'est pour cela qu'il faut s'adapter et qu'il faut innover. Alors, merci Rémi. En effet, nous entendons votre prudence quant à la réalité à laquelle nous allons devoir faire face à la réouverture. Votre constat est nourri par les premiers résultats des pays qui ont déjà repris leur activité. Il faut donc effectivement se réinventer, trouver de nouvelles façons de vendre. Mais comment fait-on pour innover dans le bon sens et surtout sans trahir son ADN, Rémi Ohayon? Oui. Alors, moi, pour réussir le challenge de l'innovation, je crois en 3 choses. D'abord, le collectif, car c'est ensemble que nous trouverons les meilleures solutions aujourd'hui. Et vous le voyez, nous cherchons à Happy & You à vous offrir les meilleurs experts pour vous éclairer. Je crois en une économie vertueuse, c'est-à-dire de retrouver de la proximité, comme je le vois maintenant dans le click and collect, où le restaurateur rend disponible ses plats gastronomiques à emporter chez le pâtissier, le fromager ou le caviste du coin. Nous avons des intérêts communs, y compris dans le digital, en proposant cette approche de service aux consommateurs. Si nous partageons avec une proximité entre tous ces nouveaux services et que nous ajoutons au restaurant en place assise d'autres activités, on ne pourra plus nous dire que nous ne sommes pas indispensables au bien vivre de la société. Et c'est comme cela que nous retrouverons des nouvelles pratiques avec l'objectif de défendre les emplois, ces métiers, son chiffre d'affaires. Car moi, je souhaite que vous gagniez de l'argent pour pérenniser les bassins d'emploi, vos entreprises, et que nous puissions agir durablement pour l'environnement. L'économie vertueuse, c'est aussi penser local, une mise en lumière des territoires et privilégier des solutions vous permettant de réaliser des ventes en direct. Vous le savez, Happy & You est l'un des acteurs pionniers de cette démarche avec une seule finalité, préserver l'emploi et la vie des territoires. Alors, il faut adapter ses offres, il faut se déployer sur le digital, il faut former ses équipes à ce nouveau monde et il faut surtout changer parce que je le disais en introduction, vos clients changent et donc, comme ils ont déjà changé, il faut s'adapter. Oui, donc moins d'intermédiaires, essayer de mettre en place une économie plus vertueuse pour les professionnels et pour leurs clients. En somme, essayer de se réinventer d'une meilleure façon entre professionnels. Mais alors, concrètement, ça donne quoi? Alors, si vous voulez, je pense profondément que l'innovation n'est pas la clé pour relancer votre activité. C'est la clé pour la survie de votre entreprise à long terme. Alors, pour vendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord des solutions dans le digital, il faut pouvoir les financer et il faut surtout former ses équipes. En qualité de meilleur ouvrier de France, moi, je vois 2 choses. Le digital au service du chiffre d'affaires et le digital au service d'un monde meilleur. Là où l'économie serait plus vertueuse pour les professionnels et pour les clients. Le digital au service du chiffre d'affaires, c'est utiliser des nouveaux canaux pour son activité comme le click and collect. Par exemple, notre solution de console Shop & Go ont permis à nos clients de rallumer les fourneaux, de retrouver de la trésorerie, mais surtout de renouer un dialogue avec leurs clients. Et ils ont même remis une partie de leurs collaborateurs en activité. Notre dernière étude, qui n'est pas encore publiée, menée auprès de 1400 consommateurs français, nous montre déjà que 12,70% ne souhaitent qu'acheter en plat à emporter
Et 40,97% se prononcent déjà pour aller manger en place assise ou commander des plats à emporter. Une somme totale de 54%, comme vous le dites, de consommateurs, c'est énorme, séduits par ce service de click and collect. Oui. Nous travaillons actuellement avec des maisons qui vont inscrire durablement cette activité compte tenu du succès rencontré et des attentes des consommateurs. Mon sentiment est qu'on passe d'un marché conjoncturel à un marché structurel, mais il faut maintenant le financer. On a équipé 75 établissements et sommes fiers que ces établissements pionniers de ce marché, et ceux qui nous rejoignent, sont ceux qui deviennent leaders aujourd'hui de ce marché de click and collect. Vous savez, je crois que cette nouvelle activité que je ne confonds pas avec la restauration en place assise, c'est un service d'un collectif, du locavore, de la solidarité, de la fraternité entre producteurs, restaurateurs et d'une même région pour permettre de s'offrir mutuellement de la visibilité. Par exemple, je lance dès demain un programme de partenariat avec Pascal Café, un autre meilleur ouvrier de France en pâtisserie, qui va proposer aux restaurateurs des villes de Troyes, Châlons, Nancy, Strasbourg, Metz, Reims, Nevers et Tours de leur ouvrir ses propres boutiques pour devenir des points relais de leurs plats emportés dès lors qu'ils seront équipés de la console Shop & Go. Le consommateur pourra commander sur la boutique en ligne du restaurateur, choisir son point relais et trouver des ventes additionnelles de pâtisserie, et le pâtissier assurera la promotion du restaurateur. Donc, moi, si vous êtes restaurateur proche de ces villes, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, effectivement, c'est une solution qui met en avant la collaboration des professionnels, les restaurateurs, pour qu'ils aient davantage de clients. Effectivement, donc toutes les personnes qui sont intéressées pourront vous contacter, et je vous en remercie, pour poursuivre l'échange sur ce sujet. Mais avez-vous d'autres solutions de vente à proposer aux participants de ce webinaire pour cette réouverture? Oui, une autre solution. Il faut s'équiper et lancer des campagnes de promotion liées au logiciel de coffret cadeau. Nous sommes éditeurs d'une solution qui s'appelle la console Secret Box. On a à peu près 700 clients qui ont réussi à transformer pendant toute la période de confinement. De nouveau, notre observatoire parle. En comparaison, par exemple, de ces 3 mois passés avec ceux de l'année dernière, nos clients ont réalisé 1 819 999 € de vente de coffrets cadeaux. Alors certes, l'année dernière, on avait dépassé les 4,6 millions sur cette même période. Mais rendez-vous compte, c'est déjà 1,8 million. Si je prends le secteur de la restauration, nos clients ont fait 1 219 039 € de vente de coffrets cadeaux. L'année dernière, c'était 3 millions. Presque 50% ont été vendus pendant la période de confinement. Alors pourquoi ça marche? C'est rassurant pour un consommateur d'acheter un coffret cadeau parce qu'en ce moment, quand il réserve en direct auprès d'un hôtel, il a peur de perdre ses arts. Alors que quand il achète un coffret cadeau, il sait qu'il a une somme acquise et qu'il peut venir faire sa réservation quand il le souhaite. J'invite même aux clients qui nous regardent à mettre leurs conditions de validité des coffrets cadeaux maintenant sur 2 ans. Il faut vendre de la réassurance en ce moment. Je rappelle que 74% des consommateurs trouvent important d'acheter un coffret cadeau en direct. Il faut donc aller vers des logiciels qui vont permettre de multiplier vos canaux de vente. Et j'en profite lors de ce webinaire pour vous annoncer en exclusivité que chez Secret Box, en plus du portail principal de visibilité que nous animons, qui s'appelle secretbox.fr et qui génère déjà plus de 50 000 visiteurs par mois, évidemment, ce portail redirige les consommateurs vers les boutiques officielles de coffrets cadeaux de nos clients. On va lancer 30 autres portails thématiques, mais attention, uniquement pour vous apporter de la visibilité et toujours sans aucune commission. Nous savons que vos sites officiels, en ce moment, font moins de visiteurs et nous ne pouvons pas prédire l'avenir sur la fréquentation demain de vos propres adresses. Alors, tous les clients qui sont équipés chez nous
pourront retrouver leur coffret cadeau sur leur place de visibilité et ce, je m'y engage, gratuitement jusqu'à la fin de cette année. En 2021, un peu comme Google, il faudra payer pour être visible dessus, mais vous encaisserez toujours toutes vos ventes sans aucune commission. Donc, pour vous donner un exemple concret, la semaine prochaine, on met le paquet sur coffretcadeau-fêtesdesmères.com et nous allons couvrir ensuite tous les événements de l'année, que ce soit pour la Saint-Valentin, pour Noël, pour des événements comme les départs de collègues, des thématiques autour des bistrots, de la gastronomie, les établissements qui se situent lac, montagne, dans les villes. Enfin, en tout cas, de déployer toute une force de visibilité qui vous permettent de renouer avec les ventes pour nos clients équipés de la console Secret Box. Alors, merci Rémi. Bon, effectivement, on met cap sur la croissance avec le digital. Alors, j'ai déjà des questions dans le public auxquelles nos meilleurs ouvriers de France répondront, comme je l'ai précisé en introduction, mais comme il y a eu un petit couac, je préfère répéter à l'issue de leurs 4 interventions. Mais on a beaucoup de questions déjà sur comment finance-t-on ces solutions et ces nouveaux outils. Alors, est-ce que vous pouvez nous répondre, Rémi Oyon? Oui, concernant le financement de projets de relance, au sein d'Happy & You, nous avons combiné le pôle conseil et le pôle recherche de financement. Ainsi, nous contribuons à l'enrichissement de vos propres nouvelles idées et main dans la main, nous les structurons et nous trouvons les meilleurs financements en fonction de son innovation. Comment? Grâce à notre observatoire national, où nous travaillons pour plus de 1500 références clients composés de restaurateurs, producteurs, traiteurs, métiers de bouche, vignerons et acteurs du tourisme. Nous les faisons déjà travailler ensemble pour inventer des nouveaux circuits de distribution et s'adapter à la situation que nous traversons. Enfin, nos études régulières menées auprès des consommateurs nous permettent de déceler même ce qui va mieux marcher et ce qui va aller plus vite. Moi, je vois tous les jours, si vous voulez, des professionnels qui ne savent pas où aller chercher l'argent face à ce millefeuille financier qui est un véritable casse-tête. Et d'un autre côté, les comptables sont débordés par les plans de sauvetage liés aux entreprises. Et c'est aussi pour cela que nous nous sommes spécialisés sur l'accompagnement et au développement de projets de relance et à leur plan de financement structurant l'avenir. Le plan de relance tourisme du gouvernement est certes difficile à comprendre et son application l'est encore plus, mais il va grandement aider la métamorphose de vos entreprises si cela est conditionné à un projet d'avenir. Il faut donc déjà regarder pour vous entourer d'un conseil qui soit chez Happy & You ou ailleurs, mais pour voir quel projet et quelle innovation vous devez développer. Alors, c'est intéressant parce que je vois que vous arrivez, ce qui n'est pas toujours le cas, à faire atterrir en tout cas votre vision en proposant des solutions concrètes, comme par exemple permettre aux restaurateurs d'utiliser les boutiques Pascal Café comme point de retrait pour le click and collect. Alors, par contre, ce qui va se passer, c'est voilà, on va avoir effectivement des solutions sur le digital, mais comment va-t-on faire pour former en fait les équipes à ces nouveaux outils, à cette nouvelle façon de vendre, à ces nouveaux marchés? Oui, Céline, vous avez raison. Une fois qu'on a dit tout ça, on fait comment pour nos équipes? Parce que là, je comprends bien, bon, le Oyon, il est très sympa, mais en même temps, avec ses coffrets cadeaux, ses ventes à emporter, ses campagnes de visibilité, ses partenaires de vente, moi, c'est, voilà, je suis maître d'hôtel, réceptionniste. Comment je fais pour adapter mon métier et pouvoir relever ces nouveaux défis? C'est là qu'intervient le 3e levier. Pour une métamorphose réussie, il faut aller sur la formation. Je souhaite mettre l'humain au cœur de l'organisation des entreprises et faire progresser les compétences. Il faut accompagner les équipes pour s'adapter aux nouveaux challenges liés à cette situation. Nous avons développé tout un catalogue de formations autour de la profession pour aider à appréhender le digital et pour s'adapter aux nouvelles techniques de vente. Que ce soit de la simple utilisation de réseaux sociaux, de techniques d'emailing qui marchent ou l'utilisation efficace de nos consoles, nous accompagnons chaque collaborateur des entreprises de nos clients. Et à l'avenir,
j'aimerais même que nous puissions porter un programme auprès des institutions pour prendre en charge des actions collectives. Je crois en cette économie vertueuse où le collectif doit nous aider à partager les bonnes utilisations et les pratiques de chacun. J'en appelle même à vous pour nous aider à pousser des projets où vous auriez des prises en charge plus larges, bâties sur des plans de relance autour de cette économie vertueuse dont je vous parlais tout à l'heure par la formation. Au final, mon engagement de meilleur ouvrier de France, c'est l'ANIAC et c'est ensemble. Merci beaucoup Rémi pour tous ces conseils et puis ces solutions qui sont guidées aussi par une vision nouvelle. Et c'est très intéressant. Vous me tendez la perche sur la formation avec Kevin. Mais juste avant, j'invite tous les participants à ce webinaire à répondre à notre petit sondage que je vais publier tout de suite et qui va s'afficher en haut de votre écran. Alors, êtes-vous suffisamment informé et autonome pour imaginer, créer et financer les innovations liées au développement de votre chiffre d'affaires? Normalement, il s'affiche en haut à droite. Et j'accueille tout de suite Kevin Chambenois. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Céline. Vous êtes meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel, service et art de la table, fondateur et président de Grimaud Consulting. Vous avez un parcours très riche au sein de quelques-uns des plus beaux établissements du monde, le Four Seasons, Georges V Paris, le Peninsula Paris, le Shangri-La de Singapour, le Bristol Paris et bien d'autres. Alors merci déjà de partager vos conseils aujourd'hui avec les participants qui nous ont rejoints. Kevin Chambenois, comment peut-on réaligner ses équipes après une telle crise ? Merci beaucoup Céline et puis merci aux équipes de l'Atelier du Succès pour l'organisation de ce webinaire. Moi, il me semblait important de parler avant tout de ce qui a le plus d'importance dans les entreprises, c'est-à-dire leur équipe. Pour citer Serge Schall de la Fourchette des Ducs, il est plus difficile de trouver des collaborateurs aujourd'hui que de trouver des clients, d'où l'importance d'en prendre soin. Donc, pendant cette intervention, moi j'ai pour but de vous donner des outils concrets qui se reposent sur ma propre expérience opérationnelle et expérience de conseil, ainsi que des bonnes pratiques que j'ai observées dans la profession. Il faut savoir que des outils, il y en a une multitude. Et ce qui est important, c'est que c'est du sens dans votre organisation et que vous compreniez leur intérêt. Il ne faut pas faire pour faire, mais il faut faire parce que c'est cohérent. Donc avant de parler management, moi je souhaite vous parler de relations humaines. Si vous souhaitez avancer et vous en sortir, il est primordial de comprendre comment vont vos équipes après cette crise. Tout le monde a vécu le confinement d'une manière différente, avec plus ou moins de facilité, avec plus ou moins de défis. Et avant d'entamer quoi que ce soit, il faudra que vous preniez le pouls de votre équipe. Vous pouvez le faire par le biais d'une réunion collective. Le premier jour de reprise, vous réunissez tout le monde. Et votre but, c'est de percer des abcès. C'est de libérer les angoisses et de réaligner tout le monde. Dans un premier temps, il faut que vous-même, qui allez animer cette réunion, vous soyez authentique. Il faut que vous soyez transparent et direct. Et pour vous aider, par exemple, un outil, c'est dans cette réunion, vous allez demander à chacun ses pépites et cailloux du confinement. C'est tout le monde va pouvoir parler de sa plus grosse difficulté et de son plus gros plaisir de confinement. Et n'hésitez pas à commencer en étant authentique, en exposant vos propres difficultés. Si vous commencez en disant « moi c'était super, j'ai adoré cette période et j'ai pu prendre du temps pour moi », personne ne va réagir. Votre but c'est de libérer la parole. Donc commencez en donnant le ton. Si vous gérez plusieurs départements, si vous êtes directeur d'hôtel ou general manager d'un hôtel, faites en sorte que vos directeurs de département fassent la même chose pour vos équipes. Le but, c'est vraiment de comprendre comment se situent vos équipes par rapport à cette période qui, psychologiquement, peut être très difficile. Si vous avez des cas qui sont difficiles, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, recommander ou organiser une aide externe pour écouter les difficultés et les traiter. Il y a des personnes pour qui c'est le métier et qui le feront beaucoup mieux que vous. Mais pour vous, c'est important de savoir ce qui se passe chez vous. Surtout, ne pas juger. Vous remerciez les prises de parole. Et cet exercice va vous permettre de comprendre comment vont vos équipes et de savoir que vous n'allez pas leur parler de business si elles ont vécu des moments difficiles dans leur vie personnelle ou s'il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Et puis peut-être aussi renouer un lien de confiance, quoi. C'est-à-dire de prendre des nouvelles, quand on prend des nouvelles de l'autre,
bien évidemment, il est plus à même de travailler de nouveau dans la confiance, etc., avec une période qui a été compliquée pour tous. Absolument, Céline. On peut pas parler de travail tant que l'humain ne va pas. Et on est tous dans des métiers de service où si on veut que nos équipes aient la banane avec les futurs clients, il faut qu'ils soient eux-mêmes sains et au clair dans leurs esprits. Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail qui est primordial à mon sens, encore une fois, ça ne regarde que moi, il faut que vous assumiez votre rôle de leader et de responsable. Clarifiez la situation de l'entreprise. Quelle est la santé financière? Quelles sont les liquidités? Est-ce que vous avez encore de l'argent sur le compte ou vous êtes pratiquement à sec? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous avez des facilités? Est-ce que vous avez fait des demandes de prêt? Est-ce qu'il y a un risque de licenciement? Est-ce que vous avez un risque de pouvoir vous séparer de certains membres de votre équipe? Il ne faut pas avoir de langue de bois. Il faut que vous parliez de adulte à adulte, de personne responsable à personne responsable. Ensuite, il faut que vous refixiez un cadre clair. Comment est-ce que vous envisagez la reprise? Avec quelle offre nouvelle? Quel sera le rôle de chacun? Parce que, comme le disait très bien Rémi, vous ne pouvez pas envisager de réouvrir de la même manière que vous avez fermé. C'est pas possible, ça fonctionnera pas. Vous pouvez pas utiliser les mêmes recettes, ou sinon, j'attends de voir, mais ça sera très difficile. Donc, vous allez avoir besoin maintenant d'actions et de mouvements à court terme. Vous avez besoin d'avoir du cash, de refaire de la trésorerie. Vous avez besoin également d'actions qui sont cohérentes avec qui vous êtes pour avoir un bien-être sur le long terme. Et vous allez certainement avoir besoin de prendre des décisions qui vont être difficiles en termes d'investissement, si vous n'avez plus d'argent, en termes de repositionnement, en termes de relance d'activité. Et pour ce faire, le mieux, c'est d'impliquer les équipes dans les changements éventuels. Ils ont des idées, ils savent comment votre entreprise fonctionne, et plus vous serez proche de vos équipes et plus vous serez en participatif avec eux, plus les changements opérés vont être simples à faire. On n'entend pas Céline. Pardon Céline, on n'entend pas du tout. Oui Céline, c'est bon. C'est-à-dire, vous m'entendez là, Kevin? Très très bien. Bon, super. Je suis désolée. Donc, je disais, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte vis-à-vis de ces équipes qui ont vécu un chamboulement, hein, on va le dire. Mais justement, est-ce que ce chamboulement n'a pas des répercussions aussi sur à la fois l'identité de l'entreprise, sa culture, son service? Comment ça se passe? Merci Céline pour la question, c'est une bonne question. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est que la culture d'entreprise, c'est un super outil pour pouvoir prendre des décisions. Moi, c'est un outil que j'aime particulièrement utiliser car il est déclinable et propre à chaque entreprise qui a sa propre culture. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du copier-coller, mais la culture d'entreprise va permettre de pouvoir prendre des décisions en âme et conscience avec votre ADN dont vous parliez. Une culture d'entreprise, c'est quoi? C'est d'abord votre raison d'être. Votre identité forte. Pourquoi est-ce que vous avez fondé cette entreprise? Pourquoi vous êtes dans votre position actuelle? Ensuite, c'est votre histoire, votre vision. Quel est votre chemin? Ensuite, ça va être vos valeurs, les valeurs fortes. On en parle beaucoup et certains disent oui, c'est cosmétique, mais non, les valeurs, c'est une réelle importance dans chaque unité. Les valeurs, c'est la manière dont vous faites les choses. C'est ce qui a de l'importance pour vous, comment vous vous adressez à vos équipes et comment vous vous adressez à vos clients. Et enfin, la dernière composante, c'est votre positionnement. Qu'est-ce que vous proposez à la vente? Ça, cette cartographie en 4 points, c'est une cartographie qui a été mise en lumière par un collectif qui s'appelle Biharmonistes, qui sont experts en culture et cohérence d'entreprise, auquel je fais partie moi-même. Et donc, le message, c'est que vous pouvez respecter vos valeurs et proposer une offre nouvelle et embarquer vos équipes dans l'aventure. D'ailleurs, si on parle de culture d'entreprise, la crise que l'on a vécu, c'est un révélateur de votre entreprise, de votre culture et de vos valeurs. C'est aussi un révélateur des comportements des personnes de vos équipes. C'est de pouvoir savoir qui a pris la parole, quelles sont les actions qui ont été menées, et c'est pour vous l'utilisation des dynamiques de pendant la crise pour réécrire votre organisation. Comment est-ce que se déroulaient les communications formelles et informelles dans votre équipe pour pouvoir utiliser cette dynamique pour pouvoir réécrire sur une page nouvelle. Donc, la crise ne doit pas et ne va pas changer votre culture d'entreprise. Et ça, c'est très important. Mais elle va peut-être changer votre offre
mais pas la manière dont vous faites les choses. D'accord. Et Alors, justement, et là, par rapport aux gens qui vont repartir au travail, il y a ceux qui vont être appelés, les collaborateurs, il y a ceux qui vont pas faire partie de la liste et qui vivront peut-être ça comme un échec d'ailleurs. Comment, Kevin, peut-on entretenir le lien avec des personnes qui vont rester en chômage partiel? alors, c'est effectivement très simple. Il y a des solutions qui sont déjà existantes et continuez de les utiliser. Vous n'allez pas réinventer la roue. C'est-à-dire que vous avez des groupes Facebook, WhatsApp, Zoom, Teams, qui sont aujourd'hui très utilisés dans les entreprises. Vous continuez à entretenir ce lien. Vous gardez cet axe de communication, de transparence et communication. De leur dire que s'ils sont au chômage partiel, c'est pour le bien-être de l'entreprise et de remettre la prise de décision avec l'entreprise comme point central. Et ensuite, vous avez des dispositifs comme le FNE qui permettent de financer les formations en distanciel à hauteur de plus de 1 000 € par employé et qui sont financés par l'État. Donc, ça vous permet également de profiter de cette période pour, par exemple, faire monter en compétence certaines de vos équipes. Comment est-ce qu'on va apprendre à parler anglais? Comment est-ce qu'on va développer une thématique de service? La perfectionnement sur des logiciels. Mais c'est super important de continuer à avoir ce lien, de l'entretenir et puis de faire en sorte de donner aux équipes qui ne sont pas encore en opération l'envie et la volonté de continuer de travailler avec vous. Ouais, exact. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, Kevin, qui nous permettent de mieux entrevoir effectivement les actions à mettre en place pour souder un collectif dans cette situation inédite. J'invite tous nos participants à répondre au petit sondage qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Est-ce qu'un programme collectif de formation au digital et ou management et ou sanitaire Covid pris en charge par votre région vous semble nécessaire pour adapter votre activité? Et j'accueille tout de suite Stéphanie Chevalier-Lopez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes meilleure ouvrier de France Conseil, expertise en sécurité alimentaire. Vous êtes fondatrice de SCL Qualité. Vous avez exercé diverses missions de responsable qualité ou ingénieur conseil à travers toute la France. Aujourd'hui, vous accompagnez plus particulièrement les professionnels des métiers de bouche. Alors, Stéphanie Chevalier-Lopez, les bonnes pratiques d'hygiène au niveau de la cuisine, quelles sont-elles ? Alors, il faut bien se préparer à la réouverture de vos établissements, même si on ne connaît pas la date définitive, et peu importe qu'on soit en zone verte ou zone rouge, on va bien finir par réouvrir à un moment donné, mais il va falloir… Pardon ? On espère que oui, que ça rouvre. Oui, donc il va bien falloir se préparer et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous allez déjà devoir anticiper cette ouverture, notamment dans la cuisine au niveau de l'entretien. Votre établissement est resté fermé depuis plusieurs semaines, donc ça va nécessiter un grand nettoyage, désinfection de la cuisine, de tout ce qui va être milieu matériel. Essayer de traquer un potentiel virus qui serait présent là, parce qu'on sait que le virus dans l'environnement, sa durée de vie, elle se compte en heures ou en jours, mais pas en semaines ou en mois. Donc, normalement, votre établissement, s'il est resté fermé pendant 2 mois, même s'il avait été contaminé à un moment donné, il n'est plus contaminé pour le moment. En revanche, ça va être important pour après, où là, on aura des sources de contamination, de repartir vraiment sur une base saine pour pouvoir entretenir correctement et fréquemment la cuisine et le matériel. Là encore, profitez de cette période de fermeture pour faire revoir tout votre matériel, comme les moteurs des chambres froides. Attention, on arrive à la belle saison, donc on a en plus cette partie-là à devoir gérer. Vérifier tout ce qui est système de ventilation, les extractions des hôtes, les filtres des clims. Voilà. Prestataires, tout le monde peut sortir, entre guillemets, pour le moment, pour pouvoir intervenir dans les entreprises. Donc, profitez de ça pour pouvoir faire le point sur votre matériel en cuisine. Après, une fois qu'on sera, donc les restaurants pourront réouvrir, là encore, on ne va pas réinventer l'eau chaude, d'accord ? On va juste accentuer l'entretien de sa cuisine.
Et notamment au niveau des produits, si habituellement on conseille des produits désinfectants bactéricides, là cette fois-ci on va vérifier avec son fournisseur de pré-entretien si les produits qu'on utilise sont également virucides. Donc là, vous pouvez regarder dans vos fiches techniques de vos produits, rapprochez-vous de vos prestataires également. Vérifiez également que vous avez suffisamment en stock de consommables. Attention aux délais de livraison qui sont allongés en ce moment. Ne vous faites pas avoir avec un manque de stock de produits d'entretien. Autre point aussi qui sera à mettre en place après dans la cuisine, c'est qu'on va accentuer certains protocoles. Notamment, on va prendre en compte la distance physique, par exemple au moment de la réception des marchandises avec les livreurs. On va éviter de prendre le stylo du livreur, on va signer avec son propre stylo, d'accord. Par exemple, pour la décontamination des végétaux, là, c'est pareil. On va utiliser une décontamination pour les végétaux qui sont consommés crus. On va favoriser plutôt des produits qui soient avec une action sur les virus. Là encore, rapprochez-vous de vos fournisseurs à ce niveau-là. Alors, donc on a bien compris comment on rouvre en gros. Moi maintenant, il y a des restaurants qui ont déjà rouvert, notamment pour tout ce qui est vente à emporter, qui ne peuvent pas accueillir encore de public. Mais quand les restaurants justement vont avoir l'autorisation de rouvrir complètement, comment va-t-on faire en salle ? Alors, c'est en salle qu'on va avoir le plus de changements dans son organisation tous les jours. Autant en cuisine, comme je vous l'ai dit, c'est juste qu'on va accentuer son plan de maîtrise sanitaire. Donc, c'est la bonne occasion justement aussi pour vérifier que son plan de maîtrise sanitaire, il est cohérent avec l'activité. Au niveau de la salle, on va, là encore, avant l'ouverture, faire un grand nettoyage à fond pour que ensuite, au jour le jour, ce soit facile à entretenir. On va là aussi vérifier les produits qu'on utilise s'ils ont une action virucide. Au niveau des choix des produits, donc vous pouvez avoir des désinfectants de surface à action bactéricide, virucide, qui peuvent être avec ou sans rinçage. Regardez le temps de contact, ça c'est important. La plupart des produits ils ont un temps de contact, donc vérifiez ça. Il y a des produits qui peuvent fonctionner en 2 minutes comme d'autres en 15. Donc si je dois nettoyer, désinfecter table et chaises entre 2 clients différents, entre un changement de client, si j'ai un produit qui agit en 2 minutes et puis un autre qui agit en 15, le roulement dans le service va pas être le même. Autre chose qu'on sait aussi sur ce virus, c'est qu'il n'aime pas la chaleur. Et notamment à plus de 60 degrés, il va être inactivé. Donc, tout ce qui passe à la machine à laver ou à votre lave-vaisselle, et donc là encore, au préalable, vérifiez avec votre fournisseur que toutes les buses sont bien entretenues, qu'ils montent suffisamment haut en température. Mais tout ce qui va passer au lave-vaisselle à plus de 60 degrés, c'est désinfecté au niveau du virus. D'accord ? On a éliminé le virus à ce niveau-là, pour que ce soit la verrerie ou que ce soit pour les couverts. Au niveau des nappes, soit je peux les laver à plus de 60 pour tout ce qui est tissu. Si je ne peux pas y laver à plus de 60, ce n'est pas grave, je peux y repasser. La vapeur va jouer également un rôle d'inactivation sur le virus. Donc là, ça va être vraiment le protocole de nettoyage et désinfection. Il va être vraiment fait en fonction de chaque entreprise, de chaque organisation. Bien faire le qu'on faisait avant et comment réadapter ce plan pour qu'il soit cohérent vis-à-vis de ce nouveau danger. Au niveau de l'organisation de la salle, on n'a pas d'information officielle aujourd'hui de savoir s'il faudra espacer d'1 mètre, 3 mètres, 4 mètres, je ne sais rien, moi, les tables ou les clients entre eux. Une chose est sûre, c'est que, et on voit déjà, il y a une partie de la clientèle qui réagit comme avant, elle ne voit pas la différence, enfin, n'est pas plus précautionneuse qu'avant. Et par contre, il y a quand même aussi une partie de la population qui, clairement, n'a pas envie de se retrouver à 30 cm d'une personne qu'elle ne connaît pas, surtout pour manger. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de mettre en place quelque chose au niveau de l'organisation de la salle qui rassure le client à ce niveau-là. Alors,
Et juste une petite chose que je vais rajouter, pour la vente à emporter, pour ceux qui la pratiquent déjà, pensez bien, mais bon, ça a été pas mal communiqué dessus, à ne pas trop faire rentrer les clients dans votre établissement, hein, qui restent le plus possible à l'extérieur, avec tout simplement un système de table. Et sur lesquels vous pourrez échanger, privilégier sans contact et il y a des désinfectants de surface parce que à un moment donné, le sans contact, ça ne marche pas et vous aurez toujours des gens qui vous payeront donc pour pouvoir soit vous désinfecter les mains, soit désinfecter les TPE. Alors justement, vous parlez beaucoup, Stéphanie, enfin merci déjà pour tous ces conseils ô combien précieux. Vous parlez beaucoup enfin vous évoquez la distanciation physique. Comment peut-on faire en fait avec ses clients et son personnel? Alors, voilà, donc par rapport à ces ouvertures des restaurants, voilà, il y a 3 axes sur lesquels on doit travailler. On l'a vu, la cuisine, la salle, mais évidemment, il va falloir faire le point sur l'accueil du personnel et de la clientèle. Et l'objectif est de rassurer ces 2 parties. Au niveau du personnel, ce qui est donné dans le plan de déconfinement national, c'est que si on ne peut pas assurer une séparation de 1 mètre entre chaque opérateur, le port de masque doit être rendu obligatoire. D'accord. Pour moi, dans une cuisine, il est difficile de justifier que chaque serveur ou chaque opérateur en cuisine reste à plus d'1 mètre les uns des autres. Donc là, pour moi, le port de masque est nécessaire et rassurant également. Il faut aussi dédramatiser sur cette vision du masque. Il faut un peu le dédiaboliser. L'idée du masque, c'est pas forcément comme à l'hôpital. Là, l'idée, c'est je vais protéger les autres parce que je sais pas si moi j'ai quelque chose. Oui. Donc, et en plus, on le voit. D'ailleurs, il suffit. Ce matin, j'étais dans un établissement en centre-ville. Beaucoup de personnes portent le masque dans les rues et il y a du monde en ville, donc c'est assez rassurant. Et j'étais agréablement surprise de voir que beaucoup de personnes portaient dans les rues le masque et des masques de toutes les couleurs, des fleurs, des smileys, des en forme de jean, assortis à sa tenue. Et du coup, dans le milieu professionnel, on peut également avoir des masques à son effigie, etc. Donc, il faut c'est ce que j'aime bien inculquer en hygiène, c'est de transformer une contrainte en un atout. Oui, je porte des masques pour protéger les autres et également pour me protéger moi-même. Mais comment je peux faire pour que ça soit quand même plus sympa et qu'on enlève justement cette image hospitalière. Il y a une autre chose également pour protéger le personnel qui sera à mettre en place, c'est tout ce qui sera gel hydroalcoolique et poste de lavage des mains. Alors, on privilégiera quand même le lavage des mains au gel hydroalcoolique. Un bon lavage des mains, ça suffit pour éliminer la présence éventuelle de virus. Et là encore, on n'invente rien. En hygiène, déjà à la base, en cuisine, on vous dit lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Le staphylocoque doré, tout plein d'autres germes pathogènes, eux, ils ne sont pas restés confinés pendant cette période-là. Donc, on doit continuer à savoir les gérer également. Par contre, si je dois pouvoir me laver les mains fréquemment et correctement, ça veut dire que j'ai des postes de lave-mains qui sont correctement, enfin qui fonctionnent et qui sont opérationnels, avec du savon en nombre suffisant et du papier à usage unique. Donc ça aussi, avant l'ouverture, vérifiez que tous vos postes de la main fonctionnent bien et que vous avez en matière de consommables ce qu'il faut. Et après, au niveau des gels hydroalcooliques, on va dire qu'au niveau du personnel, il y a quelques postes clés où on peut y mettre en place. Ça va être par exemple à la réception, parce que je vais manipuler des cartons ou le papier, le bon de livraison par exemple du livreur. Ça va être à la caisse parce que je vais manipuler l'argent, je vais avoir touché des choses que plein de choses vont toucher. En cuisine, ça me semble pas forcément nécessaire, d'accord? En cuisine, vous êtes censé avoir un poste de lave-main qui est à proximité de votre plan de travail. N'oubliez pas non plus que le gel hydroalcoolique, c'est un produit inflammable, donc on ne va pas le mettre non plus à côté du piano. Donc, voilà. Et je rejoins également Kevin sur le fait de faire le point avec son équipe
au préalable, et notamment quand Kevin, tu parlais de justement se renseigner comment s'était passé le confinement. Renseignez-vous également auprès de votre équipe si effectivement est-ce qu'ils ont été malades, est-ce qu'il y en a dans votre équipe qui sont des personnes à risque, hein, les personnes à risque pourront toujours être en arrêt pendant la période de circulation du virus. Hein, donc, faites bien le point au niveau état de santé de votre équipe à ce moment-là. Et enfin, donc là, on a vraiment accentué sur la partie personnelle. Maintenant, après, il va y avoir l'accueil clientèle. Donc, la clientèle, si on veut qu'elle mange, évidemment, elle ne va pas porter de masque. Alors, elle pourra arriver avec son masque, mais évidemment, à table, elle sera sans masque. En revanche, ce qu'on peut imposer à l'entrée, par exemple, de son établissement, c'est la pose de gel hydroalcoolique, hein, pour vraiment limiter la plus possible l'entrée de virus à l'intérieur de son établissement. Ça va être également désinfection, table et chaises régulièrement entre chaque changement de client. C'est favoriser le paiement sans contact. Hein, l'encourager, même si on sait que oui, de toute façon, les tickets resto vont revenir. Certains n'ont pas la possibilité de payer par carte, donc paieront forcément en argent liquide. Voilà. Mais l'idée vraiment, c'est que le client, il soit rassuré quand il rentre dans votre établissement. C'est qu'ils disent, OK, il y a le virus qui est là, mais je sais que cet établissement-là, il fait attention. Du coup, j'ai confiance, je peux rentrer. C'est vraiment ça qu'il faut que vous arriviez à inculquer et quitte à communiquer dessus. Hein. Je vous invite vraiment, si vous êtes suivi en hygiène, si vous avez des conseils, etc., communiquez dessus pour rassurer votre client. Ça marche. Moi, je sais que mes clients, ils communiquent beaucoup dessus et ils ont des retours très positifs à ce niveau-là. Vis-à-vis de leur Merci Stéphanie pour tous ces éclairages qui sont effectivement un vrai postulat à la réouverture de nos établissements. Notre petit sondage va s'afficher toujours en haut à droite, je ne change pas. Alors, la question est, le gouvernement communique beaucoup sur les gestes barrières et mesures de distanciation physique, mais pensez-vous être assez préparé pour la mise en place de bonnes pratiques en salle ou en cuisine pour la réouverture de vos établissements ? Et j'accueille tout de suite, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie-Fleur Reynard, l'Aude, meilleure ouvrier de France, gouvernante des services hôteliers. Vous êtes directrice housekeeping, groupe La Réserve. Vous avez enchaîné des références prestigieuses, du Hilton Arc de Triomphe à la Réserve Paris, en passant par des postes de gouvernante aux Émirats Arabes Unis ou au mythique Negresco de Nice. Mais surtout, Marie-Fleur, vous êtes une des rares adresses à avoir rouvert votre hôtel. Alors, je vous pose la question que tout le monde se pose, bien évidemment. Comment s'est passée cette réouverture ? Alors, on ne peut pas ouvrir son établissement comme on a fermé. On a tous fermé de façon un peu urgente, les restaurants par l'État, nous les hôtels parce qu'on n'avait plus de clients, puisque les hôtels n'ont pas obligation d'être fermés. On a tous fermé parce que il n'y avait plus de clients. Par contre, la réouverture, elle se prépare. On ne peut pas ouvrir, je dis, le 2 juin et refaire venir tout le monde le 2 juin. Il y a quand même, comme le disait très bien Stéphanie, nous, on en a profité avant l'ouverture de faire un gros nettoyage, non pas pour tuer le virus, mais justement pour repartir, de profiter de choses qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a des clients. On a fait vraiment un gros nettoyage, donc c'est à prévoir dans votre programme de réouverture. Il y avait aussi tout ce qui est tous les protocoles à mettre en place. Parce que on travaille différemment. C'est une autre façon de travailler. On utilise beaucoup, par exemple, dans les étages pour la désinfection. Donc, il y avait bien sûr le nettoyage, mais il y a la désinfection, comme le disait Stéphanie. Donc, il y a à se procurer des produits de désinfectants. D'utiliser la vapeur sèche également. Nous, on utilise beaucoup la vapeur sèche puisqu'elle envoie de la vapeur à 120 degrés, donc qui tue le virus. Et c'est aussi mettre des protocoles justement de nettoyage pour rassurer le personnel, pour accueillir le personnel et aussi pour les clients. Le personnel, ça parle la cafétéria. Donc, on est parti sur 4 mètres carrés. Vous prenez la surface de votre cafétéria, vous la divisez par 4 et vous obtenez le nombre maximum de personnes qui peuvent déjeuner. Le nombre de vestiaires également.
le nombre de personnes dans un vestiaire, au niveau des clients, comment on les accueille, comment tout le cheminement en fait d'un client. Donc ça, c'est vraiment à étudier aussi. On a mis en place à l'entrée de l'hôtel un gel hydroalcoolique. On propose également aux clients, s'ils le souhaitent, un masque. Il y a tout le matériel et tous les équipements à avoir de protection, parce que c'est des protocoles nécessitent, par exemple, pour les étages et pour le linge, pour se protéger du linge sale, puisque dans la partie des étages, vous avez vraiment le linge sale qui est une source où on doit faire extrêmement attention. Donc, on va mettre des lunettes, donc il faut pouvoir se procurer des lunettes de protection. Donc, il y a tout ça à prévoir en amont et pas le jour de l'ouverture. Il y a des documents administratifs aussi à mettre à jour. Le document unique est à mettre à jour. Il y a des documents administratifs à présenter, le protocole sanitaire à présenter si vous avez un CSE à présenter également. Donc voilà, c'est vous avez dû réaliser en une semaine, quoi. Voilà. Ça. Sur la partie nettoyage, oui, mais après, c'est vrai que sur des protocoles, on ne peut pas les imaginer le jour de l'ouverture. Ça, c'est pas possible, il faut vraiment être préparé. Cette période est nécessaire de préparation, en tout cas. C'est une période où il y a énormément de choses à mettre en place. D'abord pour le personnel qui va se préparer à accueillir des clients. Alors, une fois qu'on a fait ça, comment on intègre ce personnel, justement, qui est peut-être un peu inquiet, qui a peut-être vécu de près ou de loin, justement, ce virus? Comment on fait pour cette intégration après? Alors, il y a quand même une phase de préparer l'arrivée du collaborateur. Donc, il ne revient pas de 15 jours de vacances, de repos. Il faut prendre en compte, comme l'a dit très bien Stéphanie, Kevin, de prendre, et sans mauvais jeu de mots, la température de ses collaborateurs, parce qu'on va être vraiment sur un retour d'activité. L'activité, elle n'est pas exponentielle, donc tout le monde ne reprend pas en même temps. Donc, vraiment de rester dans l'individualisation d'un retour. C'est-à-dire qu'on prend en compte les personnes qui, si vous avez des problèmes de garde d'enfants, de transport, ne pas créer une source en plus de stress. Ça, c'est important. Et il y a des personnes qui ont vécu le confinement totalement différemment. D'autres qui étaient des personnes qui étaient seules, qui étaient en famille, qui étaient à la campagne. Donc, vraiment d'être dans l'individualisation de l'arrivée des collaborateurs et de préparer leur retour. Moi, ce que je fais, c'est que on les appelle, bien sûr, voir s'ils se sentent bien à revenir. On leur explique un petit peu par mail. Je leur envoie, les protocoles qu'on a mis en place aussi pour les rassurer. La première journée, on prend vraiment du temps. En fait, vous revenez, comme je l'ai dit, vous revenez pas de vacances, vous revenez pas de repos. Il y a les protocoles, ils ont changé. Donc, vous avez le même établissement, les mêmes personnes, mais oui, les méthodologies de travail, elles sont différentes. Donc, ça à prendre en compte. Vous prenez des gens, ils n'ont pas le même rythme. De travail, c'est-à-dire que vous voyez quand vous revenez de vacances, vous n'êtes pas opérationnel le premier jour. Vous prenez vos marques. Alors, imaginez après 2 mois de confinement. Alors justement, au niveau des méthodologies de travail, moi j'ai 2 questions qui m'intéressent particulièrement. Après, je vais lire les questions effectivement des participants, pardon. Mais la première question que je me pose, c'est alors quelles sont les nouvelles méthodologies de désinfection des chambres, premièrement, et quid du buffet à l'hôtel? Est-ce que les gens vont plus vers le room service? Comment se passe toute la partie restauration, food à l'hôtel? Alors, donc, il est interdit, bien sûr, d'ouvrir ces points de restauration. Donc, les bars, restaurants sont fermés. Les clients prennent leur petit déjeuner, dîner au room service. Donc, il y a un protocole. Donc, quand on sert au room service, on se présente en chambre. On donne la possibilité aux clients soit de rentrer en chambre ou de déposer la table. Majoritairement, on rencontre des clients qui préfèrent qu'on rentre en chambre. Par contre, on rentre avec des masques, avec un masque et avec des gants. D'accord. Donc là, voilà, on a pas mal de questions, justement, sur les équipements à fournir au personnel qui va faire les chambres, Blue, Charlotte. Est-ce que vous avez, par exemple, vous, quand vous avez des clients qui viennent en chambre, un protocole particulier pour désinfecter toute la chambre? Est-ce que vous laissez la chambre quelques jours? Comment ça se passe?
Alors, on a mis en place des protocoles. On part sur un principe qu'on laisse, on ne fait aucun, comme on dit dans le jargon professionnel, aucun back-to-back, c'est-à-dire qu'on laisse reposer la chambre 24 heures et après, le personnel d'entretien va rentrer dedans. Il y a vraiment une vigilance à avoir sur la partie linge sale, vraiment. Linge sale, poubelle et tout ce qui est en surface humide. Puisque comme l'a très bien dit Stéphanie, sur des surfaces, le virus vit 3 à 4 heures. Sur une partie humide, c'est-à-dire à l'intérieur des mini-bars dans les salles de bain, ça peut vivre jusqu'à 5 à 6 jours, à peu près sur les dernières études qu'on peut lire. Donc, il y a ce protocole de désinfection ou d'utiliser la vapeur sèche. Pour tout ce qui est le linge sale, il y a les fiches métiers que vous pouvez trouver sur le site du ministère du Travail qui peuvent vous aider, qui sont quand même assez généralistes. Oui. Sachant que le virus rentre par les yeux, le nez, la bouche, automatiquement, les femmes de chambre ont des lunettes, masques, gants, obligatoirement. D'accord. Pour les flux de personnes qui vont se croiser dans les couloirs, est-ce qu'il y a un sens d'arrivée dans les chambres, un sens de départ, comme on peut voir dans certains magasins aujourd'hui? Quid de la bagagerie? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Alors oui, on met en place des sens de circulation aussi bien pour les collaborateurs. Nous, on a 2 ascenseurs, donc on a mis un ascenseur montant et un ascenseur descendant. On prend en charge les bagages, ils sont désinfectés, les poignées sont désinfectées avec des produits désinfectants. Juste bien une vigilance et rapprochez-vous des prestataires à qui vous fournissez ces produits pour vraiment qu'ils soient normés 14 476, c'est vraiment très important, qui inhibe le virus. D'accord. Et la bagagerie fonctionne normalement. Vous avez beaucoup de clients en dernière minute. Comment ça se passe au niveau des réservations? Alors, ce qu'on peut constater, c'est que, alors on n'a pas il n'y a pas beaucoup de clients. L'activité est relativement calme, mais elle est il faut se montrer excessivement flexible. Flexible, justement, de préparer ses équipes à être flexible au niveau des plannings aussi. D'où la nécessité de bien savoir comment ça se passe pour eux, parce que on constate que les clients réservent vraiment du jour au lendemain, voire le jour même. D'accord. Merci Marie-Fleur. Je reviendrai vers vous tout à l'heure certainement parce que nous avons beaucoup de questions. Nous allons vous interroger sur le 4e sondage. Pensez-vous que le room service va rencontrer du succès, et est-ce que vous seriez prêt à le proposer dans des packages pour vos clients venant à l'hôtel? Et je vais le publier tout de suite en haut à droite. Nous allons tout de suite passer aux questions du public qui sont très très nombreuses. Donc, j'ai vu une question qui était intéressante par rapport à tout ce qui était hygiène, par rapport au menu et aux cartes. Comment ça se passe au niveau du menu papier, au niveau des cartes? Alors, je ne sais pas si Rémi Ohaillon veut répondre ou si jamais Stéphanie Chevalier-Lopez veut répondre. Qu'est-ce que vous préconisez au niveau des menus au restaurant? Alors, j'ai observé, moi, trois éléments. C'est d'offrir beaucoup de liberté, en fait, aux clients. Il y a 3 temps qui se font. D'abord, il y a 2 problématiques. Il y a la carte et le menu, mais il y a surtout la carte des vins. Et plus la carte des vins, évidemment, sont dans des restaurants gastronomiques avec plus c'est délicat à proposer. J'ai remarqué que parmi les clients sur la carte des vins étaient proposées 2 solutions. La première, où certaines maisons s'organisent pour apporter cette carte des vins sur un plateau avec d'un côté des gants et du gel hydroalcoolique et de proposer à des clients qui voudraient la consulter de se nettoyer les mains avant de l'utiliser et ensuite elle est désinfectée avec un produit après chaque service dont parlait tout à l'heure Marie-Fleur. Le deuxième élément que je vois le plus qui se met en avant sur les restaurants sont des cartes jetables d'un côté et des cartes que l'on peut télécharger dans les téléphones portables pour être visibles. Donc, encore une fois, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les 2 qui sont aujourd'hui mis en place à peu près sur une 50aine d'établissements que nous avons déjà sondés. Sachez que sur les consommateurs que nous avons interrogés
pour savoir là où ils étaient le plus rassurés. À 76%, ils nous ont répondu que c'était au final l'ardoise ou une vidéoprojection, enfin en tout cas un support que tiendrait le serveur où ils étaient le plus rassurés et d'avoir. Et à 38%, la possibilité de télécharger dans leur téléphone, dans leur propre téléphone portable, la carte à consulter. D'accord. Stéphanie, vous vouliez compléter? Oui, je pense que vraiment aussi, ça doit aller un petit peu avec l'âme du restaurant. L'idée, clairement, on doit vraiment travailler dans un objectif de résultat, c'est que je ne peux pas passer de table en table une carte ou un menu sans avoir une décontamination entre les deux. Donc, soit effectivement, je fonctionne sur un système à usage unique, soit quelque chose qui peut se passer, mais dans ce cas-là, avec une décontamination entre les deux. L'utilisation du gel hydroalcoolique, j'en ai parlé dans la salle, est une bonne solution. Attention cependant à l'utilisation des gants. Bien souvent, utilisés et sont plus source de contamination qu'autre chose. Donc, moi, je vous invite à ne pas utiliser de gants, que ce soit en salle ou en cuisine, et en revanche, de communiquer à vos clients pourquoi vous n'utilisez pas de gants, parce qu'en fait, c'est plus source de contamination qu'autre chose. C'est un sentiment de fausse sécurité. Et vraiment communiquer dessus. Hein. Là, par exemple, dans les établissements qui sont restés ouverts chez les métiers de bouche, on a fait ce travail-là de communication sur l'absence de port de gants, pourquoi les vendeurs ne portaient pas de gants. Les clients ont compris, ça se passe très bien. Donc, bien communiquer dans ce sens-là. Et après, format informatique ou format écrit sur un tableau noir, c'est au choix et au type de l'enseigne. Et j'ai Karine qui nous pose la question de la visière. Est-ce que vous pouvez répéter également si oui ou non la visière est intéressante? Alors, particulièrement dans la restauration, puisque c'est votre domaine. Après l'hôtellerie, c'est autre chose. Mais au niveau de la restauration, est-ce que vous préconisez la visière ou au contraire, vous dites qu'il ne faut surtout pas prendre de visière? Non, la visière, c'est un complément du masque. La visière a un rôle pour protéger les yeux parce qu'on sait que la contamination peut se faire par les yeux. Donc, par exemple, pour les serveurs en salle, on peut, en plus du masque, leur faire porter une visière. S'ils ont des lunettes de vue, il n'y a pas besoin de la visière en plus. Leurs yeux seront naturellement protégés par leurs lunettes. Attention en cuisine, les visières étant faites en plexiglas, la plupart du temps, le plexiglas, c'est inflammable. Donc, moi, je ne suis pas rassurée en fait qu'un cuisinier, par exemple, porte une visière au-dessus d'un piano. D'accord, merci beaucoup. Kevin, également, on a des questions sur le management collaboratif et son intérêt. Merci pour cette question. En fait, le management collaboratif, c'est une manière de donner des responsabilités à vos équipes et pour vous permettre de prendre de la hauteur et faire ce pourquoi vous êtes le meilleur. Donc, pour ça, il faut… un management collaboratif, c'est en fait du développement du dialogue, de l'esprit de groupe, c'est des procédures simplifiées, de la prise d'initiative et de l'épanouissement des équipes. Donc, si vous avez été très directif pendant toute votre carrière, pour passer du directif au collaboratif, c'est difficile. Mais une fois que vous le mettez en place, c'est super parce que vous considérez vos équipes comme des adultes, vous leur donnez les règles du jeu et le cadre, vos attentes, et ensuite, c'est à elles de se débrouiller. Ensuite, si vous ne savez pas comment faire, faites appel à un expert ou à quelqu'un qui pourra vous aider sur une transition managériale. Ça, c'est possible et ça vous permet de le faire sur des bases assez saines. Si je peux me permettre également sur la question des cartes, j'ai également une opinion. C'est-à-dire que, encore une fois, vous n'allez pas réouvrir comme vous avez fermé. Donc, peut-être que c'est le moment de changer la manière dont vous faites dans le parcours client. Peut-être que vous allez réduire votre carte et que la carte, elle va se faire à l'annonce sur un écran, comme j'ai vu certains le faisaient, ou sur une ardoise. Mais peut-être que la carte, elle n'a plus forcément valeur d'être. Peut-être que pour la carte des vins, vous choisissez une dizaine de vins qui sont vos coups de cœur, vous les mettez sur un plateau en salle et vous indiquez aux clients ce qu'ils peuvent choisir, donc avec un peu plus de visuel.
D'accord. Et Après, j'ai aussi pas mal de questions par rapport justement au lycée hôtelier. J'ai une question pour Monsieur Ohaillon et Monsieur Chambenois, enseignants lycée hôtelier en Seine-et-Marne. Qu'en sera-t-il pour nous, lycée éducation nationale, qui sommes une structure rigide? C'est vrai, et je le disais tout à l'heure, que je suis très sensible à cette notion, moi, de formation. Et on voit bien qu'il y a trois temps, hein. Il y a l'éducation, l'enseignement et la formation. L'enseignement, c'est le cœur de l'école hôtelière aujourd'hui. Et il est vrai que ces nouvelles habitudes qui vont se prendre à l'école hôtelière, elles vont être essentielles aussi d'être en parallèle du monde professionnel, parce que les élèves souvent se retrouvent en stage. Donc, en l'occurrence, je l'espère, et je parlais tout à l'heure de cette idée solidaire et d'être ensemble, j'espère que les professionnels qui vont mettre en place un maximum de protocoles dans leur établissement et qui vont avoir les premières expériences sur ces 3 premiers mois, très rapidement vont se rendre dans les écoles hôtelières pour justement faire profiter aux nouveaux arrivants de l'expérience qu'ils ont eue face à cette situation. Alors, j'ai une autre question qui concerne principalement Secret Box, mais c'est Philippe qui l'a déjà posée en tout début de webinaire. Alors, je crois qu'il vient de la reposer il y a quelques secondes, donc je pense qu'il a très envie qu'on lui réponde. Qui est client justement de Secret Box, qui a vendu beaucoup de coffrets cadeaux et qui se pose la question justement de savoir effectivement, avec les coffrets cadeaux vendus pendant la fermeture, hein, pendant la crise du Covid, comment va-t-on faire effectivement pour pouvoir proposer aux clients de consommer cette expérience et rattraper le retard un petit peu voilà, avec les 2 mois de fermeture? Oui, moi, ce que je recommande hein, au niveau des coffrets cadeaux, c'est vraiment d'allonger la période, mais pas d'allonger la période de 3 mois parce que vous avez fermé 3 mois vos établissements. Je pense qu'il faut la prolonger d'1 année complète et de maximiser les opérations de communication dans vos réseaux sociaux, dans la première page de votre site internet ou ne serait-ce qu'à votre comptoir de réception sur ce modèle de vente. Je l'expliquais tout à l'heure, ce modèle de vente de coffret cadeau est plus rassurant aujourd'hui pour un consommateur, quelle que soit, même si vous l'éditez sur un bon papier, hein, mais quelle que soit la solution que vous proposez, ils sont plus enclins à ce mode de communication. Donc, tout ce que vous avez vendu, repoussez-le d'1 an. Tout ce que vous allez vendre, mettez une date de 2 ans de validité. C'est ce qui rassure le plus les consommateurs. Oui, d'accord, pour échelonner sur 2 ans et non pas sur 1 an, effectivement, ça fait sens. Merci beaucoup, Rémi Ohaillon. J'ai une question de Karine, sans E-K-A-R-I-N. Désolée, les questions me viennent au fur et à mesure, mais une question intéressante par rapport au chariot de linge sale dans les couloirs des hôtels. Je vais m'adresser à Marie-Fleur. Est-ce qu'il faut mettre le linge sale directement dans des sacs en plastique fermés avant de les sortir de la chambre? Est-ce que vous pouvez donner voilà, un protocole pratico-pratique pour la gestion du linge sale qui est plus problématique parce qu'humide? Alors, le linge sale doit être obligatoirement mis dans des sacs. Obligatoirement. Sac plastique, sac transparent poubelle, vous en avez aussi des sacs en tissu, des hôtels ont des sacs en tissu, puis être mis dans des chariots fermés. Essayez autant que faire se peut qu'il n'y ait aucun croisement entre le linge propre et le linge sale. Tout le linge sale doit être débarrassé en même temps, puis mis dans le chariot prévu à cet effet. Mais vous ne pouvez pas avoir du linge sale dans des offices par terre, dans des chambres par terre. Ça, c'est pas possible. D'accord. Alors, j'ai Jean-Louis également qu'on connaît qui nous demande justement bonjour Marie-Fleur. Alors non, c'est peut-être pas Marie-Fleur, ça va être plutôt Stéphanie, peut-être, je sais pas. C'est sur le port de la barbe. En fait, est-ce que le port de la barbe est autorisé? Est-ce que c'est source effectivement de propagation, un petit peu de microbes, etc. Comment peut-on gérer un salarié qui arrive, par exemple, avec une barbe de hipster? Il y a quelque chose, j'ai vu quelqu'un qui avait comme un sac dans un magasin à barbe qui met derrière l'oreille et ça protège sa barbe. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Surtout, comment, en tant qu'employeur, on peut gérer quelqu'un qui arrive ça et qui pourrait, même s'il n'est pas contaminant, peut-être
effrayé, entre guillemets, le mot est fort, un client? Comment ça se passe? Alors, j'invente rien, hein. La barbe de hipster, si j'en ai une en fabrication, je suis censée porter un cache-barbe. Donc voilà, là on n'invente rien. Après, par rapport, voilà, c'est un peu comme un masque, mais qu'on va mettre sur. Voilà, sur la barbe. Alors on parle bien de la vraie barbe dense, hein, pas juste d'une petite. Maintenant, c'est sûr que en période de circulation de virus, la barbe est déconseillée, mais ça d'un point de vue médical, tout simplement parce que on sait que le virus se transmet par les gouttelettes de salive ou par le nez. La barbe étant barbe moustache étant sous le nez autour de la bouche, potentiellement elle est source de stockage de virus. Hein. Désolée pour cette vision, mais c'est exactement comme ça. C'est plus un problème que les cheveux longs. Effectivement, on a rarement les cheveux au niveau du nez et de la bouche. Et puis là encore, en fabrication, en cuisine, j'ai les cheveux longs, je suis censée les avoir attachés et avoir une coiffe, peu importe le type de coiffe, hein, ça peut être un bandana, ça peut être une casquette. Moi, je privilégie toujours les coiffes en tissu, c'est plus agréable à porter que les charlottes où en plus on peut avoir des problèmes d'allergie. En salle, on demande d'avoir les cheveux attachés. Donc ça, les cheveux, ça change rien à ce qu'on faisait déjà avant dans son plan de maîtrise sanitaire. Hein, en revanche, la barbe, déjà avant, on aimait moyennement, mais là, on va dire qu'on aime encore moins, clairement. D'accord. Et des questions intéressantes, mais toujours beaucoup sur l'hygiène. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qui est urgent pour se préparer à rouvrir. Hein. Un client arrive avec un masque jetable. On en fait quoi? Il veut le jeter avant de passer à table, ce qui est normal. On en fait quoi de ce masque? Alors, ayez des poubelles à commande non manuelles, notamment par exemple au niveau des sanitaires, des toilettes. Hein, on va éviter pour le moment au niveau des lave-mains tout ce qui est système de soufflerie. On va privilégier du séchage des mains à usage unique. Donc, du coup, forcément, on va mettre une poubelle à commande non manuelle, donc fermée à commande non manuelle à proximité. Donc, prévoir une petite poubelle à commande non manuelle à destination de la clientèle pour qu'elle-même elle puisse jeter son masque après utilisation. D'accord. Et je vais passer la main. J'avais une question pour Rémi Ohaillon par rapport à Châlons. Est-ce que c'était Chalon-sur-Saône ou Châlons en Champagne par rapport à Pascal Café? C'était Jean-Louis qui avait posé cette question. Ah, c'est Châlons en Champagne. Il est dans le nord-est de la France, c'est Châlons en Champagne. Pardon, j'aurais dû le préciser. Merci. Eh bien, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous vouliez répondre et auxquelles nous n'avons pas répondu? Non? Oui, j'en ai peut-être une, moi. J'ai vu pas mal de questions sur les buffets petit déjeuner, self-service, qui est aussi une question de certains de mes clients. Alors, ça va pas vous plaire la réponse, mais à un moment, mettez-vous à la place des clients avec de l'empathie, et si vous deviez aller sur un buffet qui a l'air libre, où il y a des gens qui ont postillonné, est-ce que vous seriez content? Donc, peut-être qu'il faut, selon les contraintes que vous avez, parce que toutes les contraintes sont différentes, donc il n'y a pas une solution qui est idoine pour les restaurants, mais voyez si vous pouvez mettre des présentations simplement qui ne sont pas accessibles à la vue ou à la vision, enfin qui ne sont pas touchables par les clients. Est-ce que pour tout ce qui est room service, vous pouvez laisser des sacs plutôt que des plateaux? Est-ce que vous faites de la présentation sur ardoise et ensuite vous servez d'une manière différente? Enfin, pour moi, je pense que le buffet, dans l'immédiat, n'est pas recommandé ni recommandable dans les hôtels, qu'il faut se réinventer. Et pour se réinventer, voyez avec quelqu'un d'externe, avec vos équipes, avec des réunions de brainstorming, mais je ne pense pas que ce soit, d'un point de vue client, en tout cas, quelque chose de cohérent. Mais je vous laisse la parole à Nicole. Je pense que nous allons clôturer cette session de webinaire. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire?
Non. Eh bien, alors, c'est moi qui vais le faire. Donc, merci à tous les participants de nous avoir accompagnés lors de ce deuxième webinaire, les ateliers du succès. Je remercie également nos 4 meilleurs ouvriers de France. Rémi Ohaillon, meilleur ouvrier de France en communication digitale. Kevin Chambenois, meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel, service et art de la table. Stéphanie Chevalier-Lopez, meilleur ouvrier de France, conseil et expertise en sécurité alimentaire. Et enfin, Marie-Fleur Reynard-Laude, meilleure ouvrier de France, gouvernante des services hôteliers. Je vous remercie tous les 4 de nous avoir octroyé votre temps précieux et vos conseils. Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour d'autres webinaires prochainement. Et nous vous souhaitons à tous de retrouver en tout cas vos équipes et enchanter encore longtemps l'expérience de vos clients. Merci à tous. N'hésitez pas à repartager le lien du replay que vous allez recevoir dans quelques instants par email. Et n'hésitez pas à contacter nos 4 intervenants qui seront un plaisir de vous répondre. Mille merci à vous 4, mille merci à vous tous. Et mille merci à tous les acteurs du tourisme qui contribuent justement à conjuguer ce joli mot, le tourisme, avec passion et excellence. Bonne fin de journée à tous et merci. Merci. Merci.